Allez, c'est parti pour la matinale gestion de fortune, investissement, conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis avec Émilie Bourgeat. Émilie, bonjour. Oui, bonjour Frédéric. Émilie, vous êtes la présidente de la société Saint-Vincent. Vous gérez des GFV, on va y revenir. Votre actualité pour vous en fin d'année, alors que certains ont tendance à faire un peu des soldes, des promotions, vous augmentez les tarifs, pour ainsi dire. Oui, tout à fait. C'est vraiment une volonté de notre part de modifier le ticket d'entrée. Ouais. Aujourd'hui, on est à un ticket d'entrée en moyenne entre 50 et 60 000 euros. Et Qui est demain, déjà un ticket confortable pour un GFV habituellement, c'est un peu moins quand même, non? oui, on peut trouver des GV, on va dire, à partir de 5 et 10 000 euros Ouais. sur le marché. C'est ce que j'avais en tête, hein. Mais nous avons décidé de monter ce ticket pour montrer justement qu'on est sur un produit haut de gamme et surtout de diversification et de transmission patrimoniale. Ok, donc jusqu'à présent, vous étiez autour à peu près de 60 000 euros. Oui. Ce qui était déjà un peu haut de gamme. Et là, vous voulez le monter à 100 000. 100 000. 100 000, ça veut dire qu'on entre dans l'univers des placements destinés à ce qu'on appelle des investisseurs qualifiés, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Nous sommes spécialisés, on va dire, dans l'investissement viticole depuis 30 ans. Et nos clients sont des cadres supérieurs, des cadres d'entreprise en activité ou à la retraite. Et on veut se focaliser vraiment sur la diversification patrimoniale et la transmission. À 100 000, c'est plus un placement plaisir. C'est-à-dire qu'à 5-10 000, c'est un ticket, je ne dirais pas que ça va, ça vient, mais 5-10 000, c'est pour voir. Oui. À 100 000, il y a une prise de risque qui est quand même beaucoup plus conséquente. La prise de risque, en fait, c'est surtout de préparer sa transmission puisque le GFV est lié à des avantages fiscaux. D'accord. Et sur un ticket à 5 000 euros, vous n'allez pas voir la différence pour transmettre votre patrimoine. Alors Oui, que sur c'est un peu ticket une coquetterie. à 100 000, oui, exactement. C'est un Le peu- côté plaisir est bien sûr toujours présent, mais ça ne doit pas être l'argument premier pour l'investisseur. Pour les partenaires CGP qui nous écoutent, c'est quoi l'argument? Comment on vend du GFV à des particuliers? On vend tout simplement aujourd'hui le GFV comme un produit de diversification. D'accord. C'est un actif tangible puisqu'on est propriétaire de vignes et surtout c'est un produit qui est décorrélé des marchés financiers et qui prend tout son sens aujourd'hui. On a de plus en plus d'investisseurs qui souhaitent investir dans du patrimoine français et soutenir des familles de vignerons. D'accord. Est-ce qu'on peut, Émilie, faire un petit bilan 2022? C'était comment 2022? Alors, bilan tant commercial, que ça s'est passé comment pour vous commercialement? Et puis, bilan sur le produit en termes de récolte? Eh bien, 2022 était une bonne année, Frédéric, aussi bien de notre côté que du côté, on va dire, de la vigne, Ouais. puisque de notre côté, nous avons sorti un nouveau GFV en appellation Pauillac. Donc, c'est une très, très belle C'est une belle appellation qui est très recherchée. Et aujourd'hui, on a donné l'opportunité à certains investisseurs d'être propriétaires de cette appellation. Et ça s'est vendu en moins de 15 jours. Donc, on est très fiers. Ah, c'est du produit assez rare quand même. Exactement. On est sur des produits rares, sur des appellations qui sont très recherchées. D'accord. Et au niveau viticole, au niveau moisson? Eh bien, au niveau viticole, c'était une très bonne année malgré la canicule. Alors, la canicule a du positif dans tout ça, c'est qu'on évite les maladies. Ouais. Et certains vignerons nous disent, je suis très content qu'il ait fait chaud, puisque du coup, on a des raisins de qualité. Et en quantité aussi, on a eu de très belles récoltes, puisque par exemple, en Champagne, le rendement a été élevé à 12 000 euros, à 12 000 kilos pardon, de raisins, alors que l'année dernière, on était à 8 000 kilos de raisins. Donc, Ok. Donc, une année très, très satisfaisante, pardon, tant au niveau quantité que qualité, c'est ça? exactement. Ok. Les perspectives 2023, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui va se passer chez vous? Eh ben, les perspectives 2023 sont plutôt bonnes. Ouais. On a surtout écouté nos clients qui nous réclament depuis très longtemps des groupements fonciers viticoles en Bourgogne et en Vallée du Rhône. Donc, on va s'attacher à proposer des offres dans ces régions-là pour 2023. Et puis surtout, on a un événement qui est très attendu par nos clients, c'est la bourse d'échange. Alors, c'est quoi la bourse d'échange? La bourse d'échange, en fait, permet... Parce que il faut peut-être rappeler que sur les GFV, le rendement peut être soit en numéraire, soit en nature. Soit en nature. Et la particularité, on va dire, de notre société, c'est de régler le loyer pas en bouteille. D'accord. Donc, le vigneron va donner des bouteilles chaque année aux associés. Oui. Et s'ils souhaitent, par exemple, échanger leurs bouteilles de champagne contre des bouteilles de Bourgogne, Vallée du Rhône ou Bordeaux, ils peuvent le faire pendant cette journée d'échange. D'accord. C'est un événement que vous organisez tous les ans? Oui, c'est un événement tous les ans. Et là, cette année, on a décidé d'aller dans un lieu magnifique. Oui. On va aller Allez, c'est où?
Palais des Papes à Avignon. À Avignon? Voilà. Ah, c'est bien, c'est quand? Le vendredi 13 octobre. Et j'imagine que c'est réservé uniquement aux sociétaires. Alors, c'est réservé aux investisseurs, mais cette année, on va l'ouvrir également à nos partenaires CGP. Le plus important, c'est qu'ils puissent participer et se rendre compte vraiment de cette convivialité et de cette ambiance Saint-Vincent. Voilà. Juste un dernier point, vous disiez que 2023, vous alliez vous ouvrir à la vallée du Rhône, à la Bourgogne. Vos terrains de jeu, historiquement, parce que les GFV Saint-Vincent, ça existe depuis une trentaine d'années. C'est ça. Historiquement, vos terrains de jeu, c'est plutôt quelle région viticole? Alors, historiquement, donc, nous sommes implantés à Dijon, donc bien sûr la Bourgogne. On va également en Champagne, à Bordeaux et en Vallée du Rhône. Et on essaye de proposer des offres régulièrement dans ces régions. C'est très clair. Émilie Bourgeat, merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite succès. Frédéric. Merci, à très bientôt. Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec l'excellent Emmanuel Duchet. Emmanuel, bonjour. Bonjour Frédéric. On ne vous présente plus, je le rappelle, vous êtes le président et le fondateur de l'IGEST. Vous êtes le spécialiste, un des spécialistes français de l'ISR, l'investissement socialement responsable. On est ensemble pour faire le point sur cet ISR, parce qu'on entend de plus en plus de critiques. Certains disent, oui, les labels sont plus ou moins qualitatifs, il va falloir faire du tri. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le label, je considère un peu que c'est un permis de conduire. D'accord. Le problème, c'est qu'en Europe, on a plein de permis de conduire différents et que c'est extrêmement difficile de s'y retrouver. Donc il y a des bons et des moins bons permis de conduire, c'est ça ? Alors d'abord, ils ne sont pas homogènes. Vous ne pouvez pas conduire dans tous les pays de la même façon. D'accord. On va dire que ça a le mérite d'être un premier niveau. Mais après, vous pouvez avoir le permis de conduire et pas respecter le code de la route ou conduire mal. Hein. C'est pas exclu. Et donc, on va dire que ça donne un niveau minimum. Sans faire de classement, quels sont, selon vous, experts, les labels qui sont les plus sérieux et puis ceux sur lesquels vous avez l'impression que ça laisse un peu à désirer? Moi, personnellement, je lis pas mal de littérature et il y a un moment, je comprends rien. Moi, ce qui me dérange, c'est que c'est le principe de l'inclusion et de l'exclusion. Si vous voulez, on est tombé dans une forme de piège. Et le label ISR français est celui qui est le moins tombé dans le piège. C'est quoi le piège ? Plus on exclut de secteurs, et non pas de sociétés, mais de secteurs, plus on est vertueux. Et ça, c'est... Voilà. Alors, je comprends que sur un label vert, n'est-ce pas, comme Greenfin ou les labels Luxflag, luxembourgeois, vous disiez, bah oui, on ne prend pas de pétrole, même du pétrole conventionnel. On prend... Bon. Mais maintenant... Ça, c'est du vert. Ça, c'est du vert. Ça, voilà. Mais les labels dits généralistes excluent de plus en plus des secteurs. Et là, ça vous semble dommageable, pourquoi ? Parce que c'est indifférencié. D'abord, on traite... Alors, c'est intéressant de voir que c'est sur le E, parce que c'est ESG, environnement, social, gouvernance. Sur le social, on est dans l'inclusion. D'accord. Sur l'environnement, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a encore pas longtemps, on disait... je suis d'accord qu'il faut exclure le charbon, il n'y a pas de sujet avec ça. Il faut exclure le gaz de schiste, le pétrole de schiste, etc. Sauf qu'à un moment, on a besoin de se chauffer, donc il va falloir garder après, c'est ce qu'on certaines appelle les sociétés en transition. Par exemple, en 2020, pas il y a 10 ans, il y a 2 ans, à l'Assemblée Générale de Total. Total, être actionnaire de Total, aujourd'hui, c'est un gros mot. Bon. Vous avez un certain nombre de sociétés de gestion dites ISR, que je considère comme bonnes en ISR, qui a déposé une résolution. Qui demandait quoi ? Ils pensaient avoir 5% des voix, ils ont eu 18%. Ça a eu un impact énorme. Et je lis la phrase parce que ça a été redit par une ONG, donc une ONG qui trouvait bien d'être actionnaire de Total. C'est comme intéressant. Reclaim Finance, pour pas les nommer. Ils ont déposé une résolution demandant à Total d'adopter des objectifs de décarbonation absolue de ses activités avec une stratégie détaillée dans le temps pour les atteindre de manière à s'aligner sur les objectifs de l'accord de Paris. Ça a fait ils ont appelé ça la pression des gaz solaires monte, c'est un tournant historique, ils ont appelé ça. Simplement, aujourd'hui, comment voulez-vous faire si vous avez, comme le label Labelfin, par exemple, le label belge, vous interdit d'avoir du pétrole conventionnel. Si vous voulez, vous avez des productions d'électricité, des producteurs d'électricité en pays scandinaves. Il y a quelques années, ils étaient 100% en production d'électricité carbone. Il y a bien eu des actionnaires qui les ont accompagnés, et j'en connais une dont j'ai oublié le nom, scandinave. Aujourd'hui, c'est 0%. En fait, c'est toute la question de la transition. C'est comment on accompagne des entreprises... c'est Total, mais c'est d'autres, qui étaient historiquement que pétrole et qui progressivement... Exactement. Voilà. Et comment on accompagne aussi la transition de la société, parce qu'il y a un moment, c'est bien beau d'arrêter les énergies fossiles, mais il va falloir, si on arrête les énergies fossiles et le nucléaire, on va en hiver avoir du mal à se chauffer. Alors vous parlez de réglementation,
Justement, moi, je trouve qu'il y a un côté Khmer vert, n'est-ce pas, dans c'est une communauté de salut public où on est exclu, puis ça change tout le temps. Si vous prenez le règlement taxonomie européen, il n'y a encore pas si longtemps, il ne fallait pas de nucléaire, bien que ça ne produise pas de CO2, et il ne fallait pas de gaz. Sauf qu'après négociation entre les Allemands et les Français, on les inclut. Donc ils font bien des compromis. L'ISR, c'est des compromis. C'est pas que de l'exclusion. D'accord. Okay, c'est clair, le message est clair. Est-ce qu'on peut parler, non mais le message, votre position et votre message est très clair, Emmanuel. Est-ce qu'on peut parler un peu, alors je sais que c'est un sujet qui revient régulièrement sur le tapis, les performances financières. On a tout entendu. Certains, à un moment, disaient, mais quand on fait de l'ISR, etc., c'est au détriment de la performance financière. D'autres disaient, mais c'est le contraire. Quand on va vers des entreprises, entre guillemets, vertueuses, alors elles sont économiquement plus performantes, donc les performances financières sont meilleures. Il y a une corrélation ou il n'y a pas de corrélation? Ce que vous voyez? C'est un faux débat. C'est un faux débat. Mais bien sûr. L'ISR doit être un ruissellement, si vous voulez. Ce qui se passe, justement, c'est qu'avec l'exclusion, les sociétés de gestion qui font de l'ISR thématique souvent, ou qui veulent absolument être dans l'article 9, qui est soi-disant l'article le plus vertueux, je ne rentre pas dans les détails, c'est un article... Moi, je n'ai toujours pas compris la différence entre l'article 8 et l'article 9. Alors, je ne pense pas qu'on puisse l'expliquer en 20 secondes, donc on gardera ça pour une autre fois. On gardera ça pour une autre fois. Donc, reprenons... Quelle était votre question, Frédéric? Non, les performances financières, vous disiez, c'est une fausse question, oui, le débat est autre part. Parce qu'en fait, les stars d'hier sont devenus les tocards de cette année. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement sur les valeurs de croissance, parce que dans les thématiques, on retrouve toujours un peu les mêmes valeurs de croissance, donc ils sont sensibles à la hausse des taux, crack obligataire cette année, pouf, vous avez des sociétés de gestion, des fonds ISR qui faisaient des bonnes performances, qui sont à moins 20, voire moins 25, voire moins 30, alors que la moyenne est à moins 10. Ce n'est pas le cas de tous les fonds. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver une année où, quand les taux ne montent pas, l'ISR performe bien. Enfin, je caricature. Hein. Non, mais je comprends le message. Donc, c'est un faux débat. Il faut être inclusif, ce qui permet d'avoir des valeurs aussi cycliques, qui profitent de la hausse des taux, etc. Mais le débat meilleure performance, moins bonne performance, c'est un faux débat. Surtout, moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut éviter d'être pas monomaniaque, mais monobloc, et regarder au cas par cas, en finesse. C'est un ruissellement lié. C'est un ruissellement. C'est très clair. Merci, Emmanuel Duchet, d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Merci, Frédéric. À bientôt. À bientôt. Et maintenant, dans la matinale, je reçois Jean-Christophe Antoine. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour. Jean-Christophe, vous êtes le président d'Atlan Voisin. Votre actualité, c'est que vous avez dans le pipe une nouvelle SCPI qui va être présentée là dans les semaines qui viennent. Effectivement, vous êtes bien informé. C'est quoi cette SCPI ? Alors, nous allons lancer Épargne Pierre Europe, qui est la petite sœur d'Épargne Pierre, qui aura la même stratégie, diversification, mais uniquement sur la zone euro. Donc, ouverture sur l'euro. Ouverture sur la zone euro pour faire bénéficier, c'est à la demande de nos CGP et de nos clients, pour faire bénéficier effectivement de cette diversification sur l'Europe, de bénéficier d'un avantage fiscal sur la fiscalité, hein, bien entendu, sur la déclaration fiscale, et un tempo de marché qui est le bon aujourd'hui pour lancer cette SCPI. Pourquoi ? Parce que sur les marchés européens, la correction des prix est en train d'avoir lieu. On le voit sur les expertises qui ont eu lieu sur certains actifs étrangers. On n'a pas les mêmes coussins qu'en France à l'étranger. Et effectivement, que ce soit en Espagne et en Pays-Bas, on a des rendements qui sont intéressants sur les actifs immobiliers. Donc, on est en train de constituer une nouvelle SCPI qui va saisir les opportunités sur le flux existant à des nouveaux prix, ce qui est intéressant pour les futurs associés. Et on parie sur un rendement qui va être compris entre 5 et 5,50 brut de fiscalité pour les associés. Ça, c'est une perspective, hein, on le sait bien, on le rappelle, ce n'est pas un engagement contractuel. Cette SCPI Épargne Pierre Europe, c'est un nouveau terrain de jeu pour Atlan Voisin. Alors, on vous connaissait plutôt franco-français. Tout à fait, mais pas tout à fait. Pour les CGP, c'est un nouveau terrain de jeu, mais il faut préciser quelques éléments. Alors, nous gérons effectivement pour le compte d'AXA une SCPI qui s'appelle MyShare SCPI, qui a déjà investi en Europe, notamment en Espagne et aux Pays-Bas. Donc, on a cette expérience et Atlan Voisin est en charge des investissements et de la gestion immobilière de ce fonds. Donc, c'est un terrain de jeu que vous connaissez déjà. Exactement. Et puis, nous gérons aussi de l'argent pour le compte d'un fonds de pension néerlandais qui s'appelle PGGM. Alors, même si on intervient à Paris, on connaît bien, effectivement, les domaines étrangers avec des implantations pour Atlan Voisin à Londres, en Belgique, mais également maintenant une équipe constituée qui est basée à Barcelone, à Barcelone et Madrid sur les investissements en Espagne. Et les premiers investissements réalisés vont avoir lieu
début janvier en Espagne et aux Pays-Bas. Épargne Pierre Europe, Pays-Bas, Espagne, un peu d'Allemagne ou pas? Bien sûr, Allemagne. C'est en fonction de l'opportunité de marché. Okay. On étudie... Il n'y a pas de doctrine figée. Non, il n'y a pas de doctrine. C'est unique avoir un produit qui soit zone euro exclusivement et une fiscalité européenne. Très clairement, qui est un complément par rapport à Épargne Pierre, qui est totalement française avec une seule déclaration fiscale pour les associés. Épargne Pierre Europe, c'est quoi? C'est en janvier, là? C'est dans 2 ou 3 semaines? Lancement de la commercialisation en janvier. Ok, c'est clair. On est quasiment fin 2022. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan, Jean-Christophe, sur cette année qui se termine? Le bilan. C'était une belle année, commercialement. Très belle année, commercialement pour tout le monde, pour tout le marché des SCPI. Pour Épargne Pierre, ça va être plus de 500 millions de collectes cette année. Donc on va être parmi les 4 ou 5 SCPI ayant le mieux collecté, ayant le plus collecté au cours de cette année 2022. Donc une adhésion des associés et des CGP sur le produit. Alors peut-être par manque d'alternatives et grâce à la résilience et à la résistance des résultats des SCPI depuis plusieurs années et après la crise Covid qui a été quand même assez violente et qui s'est bien passée globalement pour les SCPI. Donc sur 2022, une très forte collecte, des investissements qui ont lieu. La seule tendance forte pour nous en tout cas, c'est l'arrêt du recours à l'emprunt à partir du mois de juin compte tenu des conditions puisque les taux qu'on négociait à 1,75, 1,80, maintenant c'est plutôt entre 4 et 4,20. Donc l'effet de levier est beaucoup moins positif et l'effet relutif va moins jouer par rapport à l'effet de levier en 2023, ça c'est ce qu'on peut attendre. Et globalement sur les résultats des SCPI, ce qui intéresse nos CGP, toutes nos SCPI vont avoir un rendement qui va être compris entre 5,25 et 5,50 sur 2022, donc soit stable, soit en hausse par rapport à l'année 2021, donc c'est un excellent résultat. Et j'ajoute qu'il s'agit uniquement du résultat distribué. Il n'y a pas de plus-value distribuée dans ce que je vous ai annoncé. D'accord, ok. On l'évoquait tout à l'heure, les perspectives 2022, vous disiez que sur certains marchés européens, la consolidation était déjà avancée. Tout à fait. Vous êtes inquiet pour 2023 sur le marché français? Vous voyez ça comment? Alors, sur le marché français, aujourd'hui, il y a le stock, effectivement, et votre question porte sur l'inquiétude sur le stock. Est-ce que ça va repricer? Les valeurs d'expertise, alors ça dépend de la typologie de votre patrimoine et de votre état locatif de votre patrimoine. Aujourd'hui, il n'y a pas de sujet sur les valeurs d'expertise. On a les premiers résultats, ça va se situer entre -1 et +1. Donc, stabilité des valeurs d'expertise. Vous savez que les SCPI, on a un amortisseur pour celles qui ont une valeur de reconstitution qui est largement supérieure au prix de souscription. Ça protège quand même les épargnants sur une éventuelle baisse des valeurs d'expertise. Donc, il n'y a pas de correction majeure. La correction, effectivement, est un peu plus notable par les experts sur les marchés européens, mais en France, on ne le constate pas. Alors, il y a un peu des amortisseurs sur le marché. On le constate sur les locaux vacants. Donc, attention, quand vous avez un patrimoine d'une SCPI où il y a beaucoup de vacances ou de la vacance à venir, elle ne va pas pouvoir forcément se résorber très rapidement. Donc, il y a un risque, effectivement, de baisse du revenu locatif. Nous, on n'a pas de départ annoncé majeur en 2023. Donc, on devrait avoir une stabilité des revenus aussi en 2023 et des rendements qui seront supérieurs à 5 sur toutes nos SCPI pour l'année 2023. Ok, on vous sent, on vous voit confiant, Jean-Christophe. Confiant, mais vigilant. Et surtout, il faut être très actif sur le patrimoine. Très actif à tous les niveaux vis-à-vis des locataires et les suivre en permanence. Ça sera le mot de la fin. Il faut suivre son actif. Merci Jean-Christophe. Merci. À bientôt.